Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce symposium IVC Evidentia. On est heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui. On voudrait pouvoir répondre et poursuivre un petit peu les échanges qui ont eu lieu ce matin dans le cadre du symposium de la journée professionnelle organisée par l'AVAC, les SNGTV et l'AVEF, et faire bénéficier un petit peu des connaissances et de ce qui se passe dans le réseau IVC Evidentia présent en Europe et au Canada, et donc permettre de décrire un petit peu la profession d'ASV, de nurse. C'est peut-être compliqué à traduire en fait, vu les nombreuses exceptions qu'il peut y avoir dans les différents pays et même au niveau de la France. Donc on va vous faire un tour d'horizon, et pour ça j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Alistair Cliff, qui est le directeur médical adjoint du groupe IVC Evidentia, avec lequel je travaille régulièrement, et on va vous présenter tous les deux un état des lieux de ce qui se passe en Europe, et puis faire un focus sur particulièrement le Royaume-Uni et puis la Suède pour illustrer ce que pourrait être le métier d'ASV, vers quoi il pourrait évoluer, et éventuellement avoir des pistes de réflexion encore plus vastes que celles qu'on peut envisager à l'heure actuelle. Voilà. Donc, nous sommes tous les deux employés d'IVC Evidentia ou de Wivetics, voilà, mais n'ayons évidemment aucun lien d'intérêt avec le sujet donné. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu quelques chiffres sur le réseau pour juste vous donner un aperçu de ce qui se passe chez IVC Evidentia en lien avec le métier d'ASV. Pour commencer, il y a plus de 40 000 employés répartis tout autour de la planète, allant du Canada jusqu'à l'Europe, et parmi ces 40 000 employés, on a plus de 10 000 vétérinaires qui travaillent au sein du réseau IVC Evidentia dans les différents pays, à la fois dans des centres de tri, des hôpitaux, des cliniques généralistes, des cliniques de référés, des centres de spécialistes. Et vous voyez ici quelques chiffres qui illustrent un petit peu les activités du réseau. Parmi ces chiffres-là, il y en a un qui est important, c'est qu'on a plus de 12 500 ASV nurses qui travaillent au sein du réseau IVC Evidentia. Tous les chiffres que je vous donne là sont des chiffres qui fluctuent tous les jours, parce que vous connaissez évidemment l'évolution de la profession et le fait que dans chaque pays, aussi bien en France que dans les autres, les recrutements sont contraints et les postes sont présents. Donc en fait, ces chiffres fluctuent régulièrement, mais on va dire qu'on est aux alentours de 12. Et c'est grâce à ces ASV qui sont présentes aux côtés des vétérinaires qu'un certain nombre d'actes, un certain nombre de soins sont offerts avec la qualité qui est celle que l'on souhaite offrir au sein du réseau Evidentia, qui est une recherche d'excellence médicale. Donc vous avez un patient qui est pris en charge toutes les 8 secondes dans l'ensemble du réseau. Il y a des soins qui vont jusqu'à des imageries par coupe, par IRM. Vous avez plus de 6 500 000 animaux de compagnie qui sont traités chaque année dans les cliniques du réseau. Donc on a un nombre assez important, tant de personnel que de cas qui sont gérés au sein du réseau, ce qui nous permet d'avoir l'humilité de vous présenter un petit peu l'organisation des différents pays, en disant que sans avoir la prétention d'être représentatif de ce qui se passe dans une profession, en tout cas de pouvoir l'illustrer par des exemples. Donc ici, je commence la répartition. Je vais faire 2 diapositives dans lesquelles vous allez avoir un certain nombre de données et d'explications pour pouvoir comprendre un petit peu la répartition. Il faut comprendre qu'en Europe et au Canada, chaque pays a une structuration qui est différente sur le mode de fonctionnement de la pratique vétérinaire et donc de la pratique du métier d'ASV. Donc vous avez ici les chiffres estimés pour la plupart du nombre de vétérinaires et du nombre d'ASV présents dans chaque pays, et puis dans les colonnes IVCI, le nombre de vétérinaires et d'ASV qui sont présentes au sein du réseau, pour vous montrer qu'on a une répartition dans tous ces pays, y compris le Canada récemment. Alors, le métier d'ASV, on pourrait l'imaginer, enfin, il est imaginable de 2 façons différentes. Soit il est réglementé par des processus réglementaires au niveau étatique, soit il ne l'est pas. Vous avez ici la répartition des pays, et vous voyez déjà qu'en Europe, on a une certaine diversité avec des professions qui peuvent être réglementées ou qui ne le sont pas.
au sein de la profession d'ASV tout simplement. Et pour devenir ASV, il est nécessaire de faire des études dans tous les pays, mais là encore une fois, vous voyez une variabilité extrêmement importante puisque ça va de quelques mois, par exemple en Espagne, jusqu'à plusieurs années, évidemment, où on peut être sur des diplômes qui sont obtensibles à partir de 4 ans, aux Pays-Bas, Angleterre, Irlande. Et puis évidemment, ces données-là, elles sont extrêmement variable. Si on rentrait dans chacun des détails de chacune des lignes, on se rendrait compte que ces chiffres sont faux, tout simplement parce que les cursus ne sont pas tous les mêmes et qu'il existe différents niveaux d'ASV. Et on en a une illustration ce matin sur, en France, on appelle ASV n'importe quelle personne qui pratique aux côtés d'un vétérinaire, pourtant en fonction de l'échelon dans lequel elles sont et de la formation qu'elles ont, elles n'ont en fait pas exactement le même titre et pas exactement les mêmes prérogatives. Ce qui est valable en France est valable dans d'autres pays, évidemment. Et vous voyez ici qu'il existe en gros 4 pays, parmi ceux qui sont listés ici, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Irlande, pour lesquels il n'y a pas officiellement de niveau d'ASV différent, alors que dans les autres, on retrouve des découpages et des sous-catégories ASV vétérinaire, ASV technicien vétérinaire. Au Portugal, c'est l'ASV junior, l'ASV principal, l'ASV en chef. Ce sont des niveaux, pour autant, je n'ai pas la connaissance de la réglementation qui est derrière et qui justifiera précisément la description de ces niveaux-là. Néanmoins, là encore une fois, on se rend compte d'une hétérogénéité de ce qui existe en Europe et que, au final, le champ des possibles est présent. Alors la deuxième chose, c'est que le cadre de ce symposium se passe dans l'ouverture des réflexions, des travaux ministériels pour l'année prochaine pour obtenir la délégation d'actes vétérinaires à des ASV dans des conditions qui seront définies par le ministère. Donc j'ai listé ici, avec l'aide de mes collègues directeurs médicaux des autres pays du réseau, un certain nombre d'actes que je vais vous présenter maintenant et pour lesquels soit c'est délégable ou pas délégable dans les pays dans lesquels c'est. J'ai regroupé ces catégories en plusieurs sous-catégories. Donc là, première chose, 4 types d'actes qui font référence en fait plutôt à la relation client et au contact avec le propriétaire. Est-ce qu'une ASV a le droit d'être en contact avec un propriétaire d'animal pour faire une admission préopératoire, pour faire un examen post-opératoire, pour faire signer une décharge ou pour rendre un résultat d'analyse? Donc en général, c'est oui pour tout ça, sauf que bien évidemment, et là ça va être une limite au résultat que je vais vous présenter, c'est que, et c'est aussi une limite qui a été abordée ce matin dans la discussion, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acte et qu'est-ce que veut dire faire un examen post-opératoire. En France, j'ai répondu ça dépend parce qu'une ASV n'a pas le droit de faire de consultation post-opératoire. Donc à partir de ce moment-là, elle n'a pas le droit de faire un examen post-opératoire. En revanche, elle peut tout à fait jeter un œil sur l'animal. Donc c'est extrêmement compliqué cette frontière entre ce qui est légal, réglementaire, autorisé ou pas autorisé. Deuxième partie, c'est des choses qui sont un tout petit peu plus techniques. La prise de pression artérielle, la coupe de griffe, les vidanges de glandes anales. Et là, on se rend compte que globalement, ce sont des actes de soins animaliers qui sont autorisés à peu près partout, sauf en Suède pour les vidanges de glandes anales, où l'acte est considéré comme étant un acte vétérinaire. Et puis, ensuite, dans des actes techniques qui secondent le vétérinaire sur les radiographies et puis sur les soins dentaires, on se rend compte également en général que les ASV, étant sur des actes qui sont non invasifs, ont le droit de pratiquer ça dans les différents pays. Et là encore, il faut mettre une grande limite à l'interprétation de ces résultats, de ces informations que je vous présente, puisque dans l'hygiène dentaire, la question était posée sous le terme d'hygiène dentaire. Bien évidemment, réglementairement, une ASV n'a pas le droit de pratiquer un détartrage, ce qui fait partie de l'hygiène dentaire en France. Donc là, cette question-là, sur l'hygiène dentaire, elle a le droit de donner des conseils, elle a le droit de faire de la recommandation, mais absolument pas en France d'avoir un acte sur un animal donné qui peut nécessiter une effraction cutanée quelconque ou un acte défini comme acte vétérinaire. Enfin, la dernière chose, et c'est peut-être la partie la plus importante et la plus intéressante, c'est sur le parti des liens avec l'animal malade dans des situations type maladie chronique ou bien sur des clients qui viennent présenter leur animal de compagnie régulièrement dans une clinique vétérinaire. Donc le renouvellement de traitement régulier, l'examen de santé annuel à 6 mois,
La seconde vaccination, et c'est une discussion qu'on a eue en marge de la conférence ce matin sur la délégation de l'acte de vaccination ou pas, eh bien, on voit que en fonction des pays auxquels on s'intéresse, il est exclu de déléguer la vaccination, ou au contraire, c'est tout à fait possible à partir du moment où le vétérinaire a fait la première consultation, notamment chez le jeune animal, première consultation pédiatrique, a posé son diagnostic, a fait son examen clinique et a prescrit et réalisé la première injection vaccinale. Et bien la deuxième injection vaccinale a le droit d'être réalisée par une nurse. C'est le cas notamment en Angleterre, c'est le cas notamment en Suède et en Allemagne. Voilà, l'examen de santé à 6 mois, c'est pareil là extrêmement dépendant des pays, puisque tout dépend si l'examen est compris dans un plan de santé ou s'il s'agit d'une consultation propre, volontaire, faite par le propriétaire à 6 mois. Évidemment, si c'est une consultation, c'est strictement interdit en France, et la consultation, là j'ai répondu non applicable sur ça, parce que ça dépend réellement de la pratique des cliniques et de l'application ou pas de plan de santé en fonction, et de ce qu'on appelle en fait un examen de santé à 6 mois. Quoi qu'il arrive, la consultation à proprement parler est interdite. Voilà, donc là c'était juste pour vous donner un panorama un petit peu de ce qui existe, tant d'un point de vue réglementaire que d'un point de vue étude, que d'un point de vue acte délégué réellement. Maintenant, on va passer à la description un petit peu de la vision du métier d'ASV, de nurse, et puis ce qui se passe en Angleterre et en Suède que Alistair va vous présenter. Merci Ludovic, merci pour vos mots d'accueil et pour être assez patient. Nous avons un interprète dans sa petite boîte qui va traduire tout ce que je vous dis. Donc si vous avez vos casques, donc mettez-les et vous aurez la traduction. Merci pour cette conférence tout à fait énergique, intéressante. C'est intéressant de se promener dans ce salon et de voir beaucoup d'activités, d'énergie dans les équipes et dans une grande passion visiblement pour ce métier. Donc je vais vous parler un petit peu 10-15 minutes de ce que nous pourrions considérer comme la vision idéale de l'ASV et leur métier. Donc on a mentionné, et vous êtes tous d'accord pour dire que les ASV sont très importantes dans ce métier, mais le rôle des ASV, comme Ludovic l'a dit, est différent. La définition du rôle des ASV est très différent. Une ASV en Espagne est très différente de ce qui se fait au Danemark, par exemple. Ceci est tout à fait important parce que les professions sont différentes, les besoins cliniques, bien sûr, des équipes sont différentes. Donc, c'est important il faut que ce soit un rôle flexible, mais il faut être certain également que ce soit de la plus haute qualité possible pour les équipes. Donc, quand je me suis mis à écrire cette présentation, je me réfléchis à toutes les approches utilisées en Europe. J'ai compris qu'il y avait une énorme différence entre différents pays. Une bonne manière de regarder, ce serait l'idéal, la nurse, l'infirmière idéale, l'ASV idéal, ce serait quoi son rôle en fait? Donc je vous invite à imaginer un monde où les ASV seraient considérés comme une profession en tant que telle. On en a parlé ce matin dans la discussion. Donc, mais vous savez, c'est quelque chose que l'on voit dans certains pays. Mais si on pouvait viser cela dans tous les pays européens, par exemple, c'est important parce que ça permet à nos équipes d'ASV d'utiliser leurs compétences, de les mettre en œuvre et de les optimiser au sein de la clinique vétérinaire. Imaginons un monde où elles pourraient utiliser leurs compétences de façon autonome. Et donc, dans une situation où, au-delà de simplement être vues comme des assistantes pour leurs équipes, comme un soutien, mais leurs compétences sont spécifiques, utiles, et donc vont apporter beaucoup d'avantages à leurs collègues pour pouvoir travailler plus aisément. Et il y a beaucoup d'exemples où les ASV, de mon point de vue, sont meilleurs que certains des gens qui les emploient. Donc, imaginons un monde où les employeurs et les régulateurs permettraient aux infirmières d'utiliser leurs compétences à leur potentiel optimum. Mais il y a beaucoup de pays où la réglementation permet beaucoup de délégations, et ça, c'est important. Et l'une des questions que l'on voit, des problèmes que l'on voit parfois, même dans des pays où la réglementation est extrêmement flexible et ouverte, libérale, les vétérinaires n'utilisent pas les ASV aussi bien qu'ils le pourraient. Donc, il y a une combinaison d'éléments qu'il faudrait pouvoir améliorer si l'on veut atteindre cette idée de l'ASV idéale. Et imaginez un monde où les
les ASV pourraient traiter les patients et poser des diagnostics et définir un plan de traitement sans que le vétérinaire soit impliqué. Ça, c'est un peu comme ce qui se passe dans la médecine humaine, hein, où les infirmières, bien sûr, des infirmières peuvent créer des plans de traitement, établir des plans de traitement, agir comme une profession indépendante. On est loin de cela, surtout. Je ne connais aucun pays qui permet ceci pour l'instant, mais imaginons un monde où ceci pourrait potentiellement se produire. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que pour les personnes, parce que ceci, en pouvant utiliser leurs compétences, leur potentiel maximum, ça va stimuler, ces stimulants, ça améliore la statification, elles sont plus impliquées, ça leur donne un meilleur développement de carrière. Je sais, on en a parlé ce matin également, donc c'est important pour les soins des patients, soins aux patients, parce que le partage d'expertise avec les meilleures personnes, ça veut dire que les meilleures personnes font les meilleures actions avec les meilleures compétences, et ça veut dire également que nos soins, les soins que nous assurons sont de la plus haute qualité possible. Et c'est important pour les collègues vétérinaires et pour les gens d'Annex, parce que si on permet aux ASV de remplir leur potentiel, bien sûr, ça va dégager un peu de charge des vétérinaires. Et pas seulement pour avoir plus de patients, mais ça leur permet peut-être de mieux se focaliser sur leur développement de carrière. Et donc lorsqu'ils sont très occupés en raison d'une absence de délégation, ça peut être un peu délicat pour eux. Et c'est important pour la clinique en tant que telle, parce que dans une clinique où les infirmières peuvent bien sûr assurer un rôle utile, bien sûr, et la clinique va fonctionner du mieux possible. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de pays, et de toute façon intéressante, on va comparer ce que l'on voit dans ces pays, par exemple, pour avoir ce modèle idéal de l'infirmière. D'abord, en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est un des plus anciens en termes de métier d'ASV, donc c'est le pays le plus ancien. Depuis 60 ans maintenant, on s'est autorisé. Et c'est considéré comme l'un des plus meilleurs exemples d'ASV au monde, en fait, la Grande-Bretagne. Donc, cette profession existe depuis plus de 60 ans maintenant. Donc, souvent, on compare ceci à la Grande-Bretagne, hein, quand on parle de vétérinaire. Donc, on a 22 120 ASV en Grande-Bretagne qui sont réglementés et qui travaillent dans à peu près 6 900 cliniques en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. C'est toujours intéressant de réfléchir au ratio de combien de vétérinaires dans une clinique et combien d'ASV dans une clinique. En Grande-Bretagne, il y a à peu près 3 ASV pour 4 vétérinaires, donc dans la même clinique. Donc à peu près un peu plus d'une infirmière ou une ASV par vétérinaire. Et alors, il y a d'abord un traitement, une formation de diplôme professionnel. Donc elles vont faire la partie, ensuite elles vont faire la partie universitaire, mais la plupart de leur apprentissage se fait dans les cliniques. Donc c'est l'équipe clinique qui forme l'ASV, mais elles peuvent être formées également par un diplôme universitaire, c'est 3 ans, et on peut également, l'apprentissage se fait à l'université et elles vont faire des stages, des stages dans les cliniques. La plupart de mes collègues généralement restent en généraliste. Bon, ils peuvent faire également des spécialisations en anesthésie, médecine des animaux exotiques, l'urgence et les soins critiques. Et donc, il y a différentes disciplines. Tout ceci, bien sûr, étant régulé par le Collège royal des vétérinaires. Donc, c'est les mêmes gens qui qui font la régulation des vétérinaires. Donc, compte tenu des exemples que je vous ai cités, donc je reviens sur cette idée de l'ASV idéal. En Grande-Bretagne, elles sont considérées comme une profession reconnue. C'est important pour elles-mêmes. Elles se voient comme un élément clé dans leur rôle. Elles sont très fières, cela. Elles nous le disent régulièrement, d'ailleurs, qu'elles sont très fières de leur fonction. Elles peuvent faire des consultations, elles peuvent faire des interventions, bien que ce soit géré par une délégation similaire à celle que l'on a discutée, qui existe en France. Elles sont soutenues par des systèmes de régulation pour faire connaître leurs
leurs exigences cliniques. Généralement, elles ont une certaine liberté de faire beaucoup de choses, mais en Grande-Bretagne, actuellement, il y a une conversation identique un débat identique autour de comment on peut améliorer cette situation, ces conditions pour que les infirmières puissent avoir encore plus de tâches ou d'actes. Pour le moment, elles ne sont pas autorisées à faire des actes tels que les diagnostics ou de traiter en indépendante. Donc, en plus, il y a beaucoup de tâches qu'elles peuvent effectuer, mais je voulais vous décrire un exemple commun d'un point où les ASV sont impliqués dans le dentaire. Donc, dans Grande-Bretagne, c'est généralement conduit par les vétérinaires. Elles ne sont pas simplement en soutien. On va regarder une vidéo dans une petite minute qui va vous expliquer une intervention dentaire faite dans une clinique vétérinaire en Grande-Bretagne. Avant cela, l'exemple que je vais vous montrer montre des infirmières qui font une procédure dentaire, mais avant cette intervention dentaire, les infirmières vont recevoir le patient, s'y faire signer le consentement, discuter les risques aux propriétaires, discuter de l'intervention, des résultats et tout ce qu'elles peuvent suivre. Elles vont être impliquées dans la préparation de la réception préparation du patient, de l'animal, prélèvement de sang, préparation les études, les cathéters intraveineux, les prémédications, et elles seront impliquées en fait dans le processus d'anesthésie lui-même et dans l'induction anesthésique qui sera faite. Et donc, elles sont responsables aussi pour le suivi de l'animal sous anesthésie. Donc, nous allons une équipe à Kingston Vet. C'est un site très important dans le nord-est de la Grande-Bretagne, dans le Yorkshire. Et ce site que nous allons voir, qui est en place pour faire les traitements dentaires des animaux. Et les infirmières ont été formées pour cela. Vous voyez qu'elles travaillent en deux. Il y en a une qui suit l'anesthésie, l'autre fait la carte dentaire. Il y a toujours un vétérinaire sur site. S'il y a des questions, l'infirmière peut poser des questions et et cela veut dire que and that the nurses are able to progress their careers and ensure their own job satisfaction. So once charting is complete, the nurses scale the patient's mouth, they do the full scale and polish, and they prepare the animal for any extractions that might be required. Now, if the extractions are required, then that is always done by the vet. Donc, si une extraction est nécessaire, sera faite par les vétérinaires. Donc, on appellera le vétérinaire après l'intervention. Donc, et après l'extraction qui sont nécessaires. Après l'intervention est finie, l'infirmière va préparer l'animal pour sa sortie et ils vont s'assurer du traitement médicamenteux, ils vont assurer les documents et un client soudain ne verra pas le vétérinaire pendant une intervention. Donc simplement pendant que ce travail dentaire est un exemple où les ASV sont véritablement en mesure d'utiliser leurs compétences de la meilleure manière possible pour le bénéfice de tout le monde. Donc, maintenant, un autre exemple, un autre pays, qui est la Suède. Donc, en Suède est connue pour avoir des ASV de très haute qualité professionnellement. Ils ont à peu près 2200 ASV enregistrés au terme de leur institution. C'est un niveau 4. Elles sont toutes de niveau 4 au niveau des ASV. Elles fonctionnent dans à peu près 1500 institutions vétérinaires. Si on regarde le rapport de vétérinaires pour infirmières, c'est 2 pour chaque vétérinaire, donc un ratio plus élevé qu'en Grande-Bretagne. Mais les infirmières sont impliquées dans tous les éléments de ces cliniques. Il y a à peu près, par exemple, chez nous avons à peu près 400 ASV, donc dans nos 82 cliniques en Suède. Donc elles sont formées et qualifiées en utilisant, par le biais d'un cours universitaire de 3 ans, ça fait partie de l'Université des sciences agricoles en Suède. C'est de 1 à 3 le niveau. Donc,
donc, et vous voyez les niveaux 1 à 3 ici, et il faut des qualifications supplémentaires au niveau secondaire, et certains niveaux demandent une augmentation de certaines qualifications, telles que des éléments comme l'anesthésie ou l'utilisation des médicaments. C'est réglementé par le bureau suédois de l'agriculture, donc c'est qui gère également, qui contrôle le métier de vétérinaire. D'autres pays disposent de niveaux où les infirmières travaillent, mais en Suède, il y a 4 couches. Le niveau 1, c'est elles peuvent faire des tâches simples, des actes simples, vous savez, de nettoyer les oreilles, etc., s'occuper d'animaux. Niveau 2, elles peuvent donner des médicaments en intramusculaire ou en intraveineux, mais supervisés par un vet. En 3, elles peuvent faire des anesthésies afin de pouvoir appliquer des médicaments. Elles surveillent l'anesthésie, donc, et si elles administrent des choses comme des narcotiques ou des médicaments anesthésiques ou de la chimiothérapie, ça doit être fait sous la supervision d'un VTO, mais sinon ça peut être fait sous la supervision. Mais il n'est pas nécessaire que le vétérinaire soit là en permanence pendant l'intervention, l'action, l'acte. Et le niveau 4, c'est le niveau, ce qu'on appelle qualifié, donc les ASV qualifiées. C'est là qu'on a les 2200 ASV. Elles sont considérées niveau 4. Elles peuvent faire pratiquement tout par rapport à ce que nous avons discuté en Grande-Bretagne. Si on compare les ASV suédoises par rapport à l'idéal, elles sont identifiées comme une profession en tant que telle. Elles peuvent faire beaucoup de choses, consultation, des interventions, prise de sang. Elles peuvent évaluer les blessures ou les lésions. Elles peuvent faire des pansements, elles peuvent recoudre, elles peuvent faire des préparations cathéters, vaccinations, etc., etc. Donc, les vaccinations en Suède, par exemple, et en Grande-Bretagne peuvent être faites par les ASV si le vétérinaire a fait la première injection, bien sûr, de vaccination. Les équipes suédoises pensent elles sont bien soutenues par les institutions réglementaires et les vétos. Elles peuvent utiliser leurs compétences, mais comme en Grande-Bretagne, je vous l'ai dit, notre aspiration, notre souhait, c'est de voir les ASV faire des diagnostics et autres, mais pour l'instant, aucun pays ne fait cela ou n'autorise cela encore. Donc, retour des équipes en Suède, c'est que très positif, très, très positif, et ça contribue beaucoup à la satisfaction professionnelle. Et je pense qu'en termes d'entreprise, la Suède, c'est le pays où on n'a aucun problème pour que les infirmières viennent travailler dans les cabinets ou les clientèles. Il y a très souvent, ça reflète la satisfaction du travail de ces infirmières. Il y a peu de rotation, de tour. Je ne voudrais pas que vous preniez juste mes mots comme parole. Donc, on va vous montrer un entretien qui a été fait avec une infirmière suédoise qui a été interviewée. Elle s'appelle Nina. On va écouter ce qu'elle a à nous dire sur le travail. As a nurse, how do you feel about the practical tasks that you're allowed to perform? For example, vaccination and identification. I feel good about being able to perform certain tasks. Because most of the time the veterinarian does not have the time to perform some of the stuff, and also it's a very good time to be efficient as a team. So with me being allowed to perform identification, some suturing, some dental work, and even euthanasia, I do perform. It makes the team more time efficient, and we are able to take in more patients and be efficient at work. What do you think are the benefits for the clinic, the pet owner and yourself performing these tasks? Well, if we start with the clinic, you pay different wages to veterinarians and nurses. And it's a little bit cheaper to have your nurses doing these tasks than the veterinarian. I think it all comes down to how many staff members you have in total. Because if you have a big number of nurses and a small amount of veterinarians,
it would make it a lot easier if the nurses perform some of these tasks that's now are assigned to the vets, as I get it. For myself, it's nice to have some responsibility of my own. I have my tasks that are only for me, so it makes you feel a little bit more valuable in a way. And for the pet owners, I think it creates a good service because you are managing, you're more time efficient, which means that the owner doesn't have to wait for as long for the vet. So I think in total it's good for everyone. The most important thing you have to think about is is the nurse good, experienced enough to perform these tasks? Then if they are, there's no point in having a veterinarian do some of the stuff that the nurse can do equally good. For your career, it's a very good thing to be able to assign these tasks to you. When you start out new, you don't have that many opportunities to perform certain tasks, such as inducing anesthesia and perform simple surgeries like extracting claws and extracting teeth. So when you can perform these tasks, it's a very good merit for your further career. Are there any downsides performing this task? No, I don't think so. Because I think there are only benefits. It gives you responsibility, it's good for the clinic, it's good for the teamwork and efficiency. I think it's good for everyone, as long as you appoint these tasks to a person who can perform it. What kind of development would you like to see in the future for your role? I don't know what what kind of tasks we would be allowed to do. I guess we have to wait and see what stuff they can think of. Because from what I know now, we cannot diagnose and we cannot order medications and stuff like that. So I think for now we are doing what we can and what we are allowed. When it comes to slightly bigger surgery performing stuff, I don't think there is that much we can do. Donc tout est très positif et je vous garantis qu'elle n'a pas été corrompue pour dire toutes ces choses sympathiques. Donc la Suède est en train de revoir un petit peu les différents niveaux et les différents actes les ASV peuvent faire. Et donc bien sûr on augmente un petit peu plus leurs compétences en termes de tâches ou d'actes délégués. Donc et avec cet exposé et les diapos, les présentations, vous voyez que le rôle d'ASV est différent dans différents pays. Je vous ai montré la Grande-Bretagne et la Suède, mais on cherche le modèle idéal décrit au début de mon exposé. Et en fait, ça peut devenir de la réalité dans ces pays. Mais bien sûr, aucun pays n'a reçu le modèle idéal pour une ASV. Donc, il y a certainement des possibilités d'amélioration partout. Mais on vous a donné quelques bons exemples. Il y a des pays maintenant où le rôle d'ASV est moins développé et les conversations sont en cours dans différents pays sur les moyens par lesquels et les voies par lesquelles les ASV pourraient être mieux utilisés. Mais le progrès l'avancée n'est jamais facile. Mais si on veut supporter nos collègues dans tous les pays, il faut qu'on apprenne de tous les exemples. On veut apprendre qu'est-ce qui est possible de faire et comment on peut utiliser les ASV et quel c'est le potentiel intéressant qu'il y a en utilisant les ASV d'une meilleure manière. Il est clair dans mon esprit, et je pense que vous êtes tous d'accord, qu'il faut d'abord donner un bon emploi, leur donner un peu d'intérêt, les impliquer, donc la satisfaction que l'on peut faire en leur créant un bon environnement de travail. Donc ceci va bénéficier à tous, mais la raison pour laquelle on est tous dans cette salle ici, c'est parce qu'on veut le soin apporté aux animaux de haute qualité possible. Donc et en travaillant pour améliorer. Et donc, bien sûr, au Canada et dans les pays européens, bien sûr, nous allons fondamentalement améliorer le soin aux animaux. Je vous remercie de votre attention.
C'est bon? Vous m'entendez? Merci Alistair. Le principe de la suite, c'est qu'on puisse échanger ensemble et éventuellement répondre à des questions sur ce qui peut se passer en Europe et puis sinon ouvrir des échanges autour de la thématique. Donc. Une question, c'est quoi le ratio en Suède, nombre d'ASV pour nombre de veto? Il me semble pas que tu l'aies dit. 2 to 1. 2 pour 1, 2 pour 1. 2 nurses to every. 2 infirmières par vet. I'm sorry because I was late. I didn't see the beginning. But Je n'ai pas vu le début, mais so you had examples. vous avez eu des exemples de Suède et de Grande-Bretagne, c'est ça? And in both of these countries, Dans ces 2 pays, how long is the education? quelle est la durée de la formation? C'est 3 ans, 4 ans? So the university degree. Le diplôme universitaire en Suède et en Grande-Bretagne, c'est 3 ans. Et je crois qu'en Grande-Bretagne, on peut faire une 4e année, mais le cours de base, c'est 3 ans. Donc, il y a différents niveaux ensuite. So in the UK, En Grande-Bretagne, there is a single il y a un seul niveau d'infirmière diplômée, d'ASV diplômée, que vous veniez de la formation professionnelle continue ou de l'université, vous êtes une ASV confirmée. Vous pouvez choisir de faire un niveau supérieur en faisant une qualification spécialisée, mais ça, c'est spécifique à un domaine, tel que l'anesthésie ou les animaux exotiques, peu importe, ou par exemple les soins critiques ou les urgences. En Suède, par exemple, la même chose s'applique. Ce qui est un peu différent, c'est qu'ensuite, ils sont bien sûr en dessous il y a 3 couches en dessous des infirmières, des ASV diplômées, où elles ont un niveau croissant de responsabilité par rapport aux actes qu'elles peuvent accomplir. Vous pouvez poser vos questions en français, bien entendu. Je comprends pas bien dans le métier idéal, la dernière ligne, c'est-à-dire être capable de faire une consultation finalement, donc poser un diagnostic et prescrire un traitement. Finalement, qu'est-ce qui reste au vétérinaire? So I think Je pense que the aspiration en fait, l'idée, c'est que les ASV peuvent devenir une profession en tant que telle où elles pourraient diagnostiquer et traiter. Personne ne suggère qu'elles vont le faire au même niveau que les vétérinaires. Ça ne se produit nulle part. On n'a aucun exemple où cela existe, pour répondre à votre question. Donc, mais je pense que l'idée, c'est que, par exemple, en médecine humaine, il y a des infirmières qui sont tout à fait capables, dans un service d'urgence, elles peuvent voir et traiter certains types de patients, pour certains exemples, ou d'autres des animaux, par exemple, qui arrivent en urgence chez nous également, chez les vets. Et je pense que dans ces exemples, ce que l'on voit, c'est que les médecins qui font du triage et qui prennent une décision pour voir qui va faire quoi, et ça permet à l'infirmière, à l'ASV qui peut utiliser les compétences pour lesquelles elle a reçu une formation. Bien sûr, c'est une réponse un petit peu imaginée, parce que personne ne le fait, donc on ne sait pas à quoi ça ressemblerait véritablement. Mais si on devait réfléchir à ce que serait l'idée idéale, ce serait ça, en fait. Donc, mais encore une fois, je n'ai pas les détails pour répondre à votre question. Oui, en complément, on a parlé donc d'actes, la réalisation d'un acte comme les soins dentaires. Au-delà de l'acte, il y a celui qui propose cet acte, celui qui décide de l'acte et celui qui les réalise, si je peux dire. Donc là, on a bien compris que dans la réalisation de l'acte, c'était fait par les ASV. Est-ce que celui qui l'a décidé et celui qui l'a proposé, ça peut être l'ASV ou est-ce que ça peut être ou c'est seulement le vétérinaire? C'est un peu ça revient un peu à la question du diagnostic, mais de manière générale, sur l'ensemble des actes qui ont été listés, est-ce qu'on peut faire cette dichotomie propose, décide, réalise, si je peux dire? C'est le vétérinaire qui propose systématiquement l'acte. C'est le cas d'ailleurs je vais prendre l'exemple de la vaccination qui est assez parlant. Ce qui se passe en Angleterre et en Suède, le vétérinaire fait sa consultation, fait la prescription et considère finalement le protocole de vaccination comme étant 2 injections espacées.
et donc réalise la première injection, et la deuxième injection est la continuité de la première, et non pas une deuxième consultation totalement indépendante. Par conséquent, on a bien un vétérinaire à la base qui a posé son diagnostic, qui a fait sa prescription, et ensuite c'est un acte technique délégué à l'ASV dans un deuxième temps. Donc là encore une fois, je pense que ça dépend énormément, et c'est un peu ce qu'Ali vient de répondre sur la notion de diagnostic. Ça dépend ce qu'on met derrière la définition de prescription, de diagnostic, et des limites qu'on va poser et du cadre qu'on va faire. Je pense que sur les soins dentaires, ça peut aussi très facilement s'expliquer. Je pense que sur un certain nombre de situations, on pourrait, tout en fixant des limites extrêmement précises, je pense qu'une ASV à un moment, et c'est juste un avis hein, par rapport à ta question Eric, on pourrait très bien imaginer d'avoir une ASV qui soit tout à fait capable de voir ce qu'est du tartre et de dire il faut un détartrage. C'est pas pour autant un diagnostic de maladie parodontale. Et donc, encore une fois, on peut tout à fait faire une dichotomie entre des actes qui relèvent du vétérinaire, d'autres actes. Ce matin, en fin de discussion, il y a eu, avec Nathalie, il y a eu des discussions assez intéressantes sur la physiothérapie. Et qu'est-ce qu'on va autoriser sur des animaux considérés comme sains ou considérés comme malades, et qu'est-ce qu'on appelle un animal malade. Et la question a été posée en prenant des exemples, par exemple sur un chien qui a une hernie discale en stade avancé, qui n'évolue plus, pour lesquels il n'y a plus aucune solution thérapeutique et pour lesquels il faut réaliser des soins. Comment on considère cet animal ? Et c'est d'ailleurs toutes des questions qu'on peut se poser en médecine préventive sur les parties tertiaires et quaternaires. Quand est-ce qu'on arrive sur du soin thérapeutique et quand est-ce qu'on prend un relais de suite, d'éviter des récidives ou de soulager l'animal. Un animal âgé arthrosique, il est malade, ok, mais en fait on peut rien faire. Donc est-ce qu'un soin qui va être derrière potentiellement fait par une ASV est considéré comme un soin vétérinaire ou bien un soin palliatif qui va améliorer la condition de vie au même titre qu'un massage pourrait l'être ou quoi que ce soit. Oui, plus qu'une question, un commentaire, enfin plusieurs commentaires aussi en continuité de ce qui s'est dit ce matin. Ce modèle idéal que Alistair a présenté et même les modèles UK et puis Suède, imaginons qu'ils s'adaptent en France, ça nécessitera quand même, je pense, beaucoup de temps parce qu'une révolution culturelle importante du vétérinaire français. C'est-à-dire que c'est pas du tout nos pratiques actuellement et c'est pas du tout notre façon d'envisager le métier de vétérinaire. Pour autant, c'est vrai que ce sont des modèles qui sont très efficaces hein, dans la performance et puis dans l'optimisation des soins, même dans la qualité des soins en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi une des difficultés c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on a des difficultés en France à envisager le métier d'ASV et à considérer la délégation d'actes à différents niveaux ou à différents... on a des niveaux d'ASV mais qui ne correspondent pas à des niveaux d'actes pour le moment qu'elles peuvent réaliser. C'est des niveaux de compétences et surtout des niveaux de convention collective. Je ne sais pas si le terme ou en tout cas ce type de texte existe dans d'autres pays, mais c'est plus quelque chose qui a un rapport avec le statut et la rémunération que réellement les actes qui sont réalisés. Mais aussi parce que le vétérinaire français n'a pas du tout la même façon d'envisager son métier que les vétérinaires dans les pays anglo-saxons. Et ces modèles-là, même s'ils sont très efficaces, peut-être un jour arriveront en France, mais ça va nécessiter, je pense, énormément de temps et une révolution culturelle du métier de vétérinaire importante. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire ce matin, dans les résultats de l'enquête canine que tu as présentée, il y avait dans les verbatim une phrase qui était assez intéressante, sur laquelle tu t'es pas étendu ce matin, mais je vais la remettre. Sur les contres sur les contres, oui, ouais. Dans les contres. Donc, pour ceux qui n'y ont pas assisté, un confrère ou une consoeur a répondu que le fait d'avoir, alors en substance, c'est pas le verbatim textuel, mais d'augmenter le niveau des ASV voudrait dire qu'on va finir par avoir des ASV aussi bons que les vétos. C'est effectivement assez révélateur d'un état d'esprit. Une vision serait de dire plus les ASV ont un niveau élevé, plus les vétérinaires peuvent avoir un niveau élevé, et c'est pas vécu, et ça pourrait ne pas être vécu comme étant un risque, mais plutôt une opportunité de tirer tout le monde vers le haut. Alors que ce matin, c'était exprimé dans ce verbatim-là, et encore, il faut faire attention, c'était une phrase sortie du contexte, mais comme étant un risque et non pas une opportunité, cette délégation d'actes. Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que l'état d'esprit est assez... Alors je pense que les vétérinaires français aujourd'hui, et c'est les résultats de l'enquête, en tout cas en petits animaux, en animaux de compagnie, sont prêts à cette délégation d'actes, puisque majoritairement les gens le sollicitaient un petit peu. Maintenant, ils sont prêts jusqu'à quel point pratiquement, c'est-à-dire de déléguer quoi, comment et dans quelles conditions. Ça, c'est encore une autre question de mise en pratique qui risque de pas être et probablement de pas coller au modèle anglo-saxon. Pas encore. C'est intéressant de voir le cas de Grande-Bretagne. Je vous ai montré, par exemple, cette profession est reconnue depuis 60 ans, mais ils ont toujours des discussions sur les tâches qui peuvent être, les actes qui peuvent être délégués aux ASV à différents niveaux. Mais la conversation est toujours en cours depuis 60 ans. Donc, et je pense que la réponse à votre question, c'est la même, c'est 60 ans. Il vous faudra donc au moins 60 ans en France, préparez-vous, donc 60 ans. Donc, mais il y a beaucoup à gagner, vous savez, c'est la mise en œuvre. Et s'ils pouvaient avoir assez de gens assez enthousiastes derrière ça, ils suivront ça. Il faudra changer leur façon de penser, leur façon de pratiquer les choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Mais une fois que vous avez la dynamique en marche, ça se fait. Mais 60 ans, minimum. Je serais très intéressée de savoir, quand vous parlez de valorisation d'actes, est-ce que vous mettez en face justement une valorisation quantitative avec une valorisation salariale nette ou non? Parce qu'en fait, en France, pour parler gros mots, il y a quand même un vrai gap entre ce que l'on demande de faire à des assistantes très performantes, très qualifiées, et le salaire qu'on met en face. Et c'est, on va dire, une problématique nationale qui revient régulièrement dans les structures et qui revient régulièrement lors des entretiens. Et je pense qu'actuellement, il y a un frein à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un frein qui existe en UK ou en Suède et si elles sont valorisées plus que chez nous. Mais ici, en tant que veto, la première chose qui m'interpelle, c'est la partie plutôt salaire, rémunération. Bien sûr, les ASV souhaitent être payées en fonction des tâches qu'elles effectuent, bien entendu, des actes qu'elles effectuent. Dans les deux exemples, la Suède et la Grande-Bretagne, bien sûr, ce sont que deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres en Europe. Et en général, les ASV sont payées moins qu'elles devraient l'être. Ça, c'est un commentaire tout à fait équitable partout. Dans ces pays où la profession est identifiée comme une profession indépendante où la délégation d'actes est autorisée et où les infirmières jouent un rôle actif dans le composant opérationnel de la pratique et comment cette pratique peut être effectuée de façon pratique et bien sûr, parfois les salaires suivent parce que la pratique, bien sûr, le cabinet gagne plus d'argent, donc à partir de là, mais je pense que vous avez raison, c'est une véritable, si on demande aux ASV de faire plus, à court terme, bien sûr, ceci va déclencher cette question. Les gens poseront cette question, donc, et je pense que c'est aux employeurs, y compris nous, de bien utiliser une approche qui va bien sûr faire en sorte que les salaires soient au plus près possible pendant une période de transition. Mais je pense que vous avez tout à fait raison sur l'idée, sur le principe. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. L'objectif était de vous montrer un panorama un petit peu de ce qu'on peut obtenir comme information au sein du réseau et les partager avec vous en espérant que ça aurait été utile dans les réflexions et que ça puisse servir. Cette présentation devrait être diffusée au sein de la VAC et au sein sur notre site, voilà, internet, donc vous pourrez la retrouver. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter ou à me contacter directement. Je vous remercie beaucoup.